Elle a plein de phobies, donc elle ne pouvait pas par exemple aller dans un magasin toute seule, donc, ou parler à des gens toute seule. Et c'est vrai que quelque part c'est aussi un handicap, alors que et ça empêche de faire des choses. Je me dis bon, on peut pas faire ça, on peut pas manger au resto ou des choses comme ça. Donc le handicap, il est là où on veut bien le mettre, quoi. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens avec qui je suis sortie. Leur mission, c'était absolument de me redonner la foi, quoi, le courage et de me faire marcher, quoi. Ils voulaient absolument me faire marcher. Franchement, enfin, Julie, tu te laisses aller, quoi. Je suis sûre que si tu te donnais un peu la peine, tu pourrais remarcher, hein, j'en suis sûre. Enfin, des gens qui savent même pas nommer un seul os du squelette, quoi, mais qui savent, quoi, au fond d'eux que je peux remarcher, quoi. Enfin, ça m'est arrivé une fois de le dire, mais toi, je suis sûre, quoi, si tu t'en donnais la peine, tu peux être un peu moins con, quoi. Mais donne-toi la peine un peu. Les personnes handicapées représentent près de 5 millions d'individus en France, dont 2 millions sont à mobilité réduite, les PMR, comme on les appelle. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être montrés du doigt, d'être ceux que l'on ne regarde pas en face. Ils veulent vivre une vie comme les autres, travailler, s'amuser et aimer. Comment les comprendre si ce n'est en vivant comme eux? 3 témoins, Ève, Julien et Essam, ont vécu cette expérience. Pendant une semaine, chacun s'est mis dans la peau d'un handicapé. Ils ont évolué dans toutes les situations de la vie courante pour mieux comprendre ce que vivent au quotidien les personnes en fauteuil roulant. Oula. Putain, c'est dégueu, il y a de la pisse partout. J'ai pas du tout envie d'être dans un bureau sur une fonction support. Vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, d'être une grosse merde en fauteuil. Que ressent-on quand on est l'objet d'une discrimination fondée sur sa différence? Quel regard les autres portent-ils sur vous quand vous êtes en fauteuil? Qu'éprouve-t-on quand la société n'a rien prévu pour vous? Comment un valide peut-il espérer comprendre tous ces problèmes sans devenir lui-même un handicapé? On se sent plus petit et du coup plus vulnérable. C'est ce que vont nous faire partager Ève, Julien et Essam. Car qui ne s'est jamais posé la question « Et si un jour j'étais en fauteuil roulant ?» Je m'imaginais pas que c'était aussi compliqué. Je savais que c'était compliqué, je m'en doutais, mais je m'imaginais pas que c'était à ce point-là. Dans cet épisode, nos témoins valides vont vivre 3 expériences en fauteuil roulant. Julien va passer une journée au travail, comme la passerait n'importe quelle personne handicapée. Et mes collègues qui sont là à côté. Ève, elle, va essayer de rentrer en boîte de nuit, alors qu'elle est en fauteuil. Et Sam, lui, va partir à Nice en avion, en compagnie de Audrey. Paraplégique depuis 5 ans, la jeune femme va lui montrer les problèmes auxquels peuvent être confrontées les personnes en fauteuil roulant quand ils voyagent. Le transport en avion, malgré les nombreux efforts entrepris par les compagnies, reste un énorme problème pour les personnes à mobilité réduite. En théorie, l'avion n'est pas compliqué, c'est théoriquement bien organisé. Après, tout dépend des aéroports et des pays dans lesquels on voyage et des compagnies aériennes. Il y a une quinzaine de jours dans la presse, d'ailleurs, il y a eu un classement des meilleurs aéroports dans le monde et Roissy est le pire au niveau international. En France, ça se passe pas suffisamment bien. Ça se passe pas suffisamment bien parce que il arrive encore très souvent qu'il y ait des fauteuils roulants cassés en soute. Moi, ça m'est arrivé, mon fauteuil de sport qui soit cassé, ça arrive très fréquemment. Moi, quand je pars et que je prends mon véhicule, je le laisse tout simplement à l'aéroport et que je pars à l'étranger, j'ai un deuxième fauteuil parce que je sais qu'au retour, il peut être broyé et j'ai besoin d'un fauteuil pour faire mes transferts, pour rentrer chez moi, en attendant tout simplement d'avoir un autre fauteuil réparé. Même pour aller aux toilettes dans un avion, mais c'est un truc de fou. Déjà, on n'a pas de fauteuil, donc on ne peut pas y aller. On est obligé de demander de l'aide. Ils amènent le petit fauteuil pour nous emmener dans les toilettes. C'est un truc super exigu. Enfin, c'est assez spécial. J'ai souvent eu cette impression qu'effectivement, jusqu'au dernier moment, il va se passer quelque chose, on ne va pas pouvoir embarquer. Oui, c'est arrivé régulièrement. Les voyages en avion sont particulièrement stressants de ce fait-là. Pour corroborer ces témoignages, Essam va partir avec Audrey en avion. Essam a 28 ans et il vient de finir ses études. Être en fauteuil roulant. Ça a souvent été en fait une de mes angoisses principales, d'être handicapé. Quand je croise une personne qui est handicapée, ça me fait vraiment de la peine.
La vie, c'est pas facile à vivre tous les jours. Le regard des autres qui se pose sur vous. Je veux pas faire partie de ces gens-là qui regardent bizarrement les personnes différentes. Audrey a 25 ans. Il y a 5 ans, elle fait une chute et se brise la colonne vertébrale. Elle devient paraplégique. C'est elle qui va guider les témoins dans le monde du handicap pour leur faire découvrir un univers qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des soucis d'accessibilité, ça c'est certain, mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de points positifs aussi, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit être tout triste et pouvoir rien faire. Au contraire, enfin, ce que j'ai envie de montrer, c'est que même si voilà, on a un handicap, ça ne nous empêche pas de voyager, de travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir une famille. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. Pour l'heure, départ vers Nice. Les billets ont été pris avec une compagnie aérienne low cost. Audrey et Essam ont été convoqués 2h30 avant le départ du vol du fait du handicap d'Audrey. Pour cette expérience et pour des raisons évidentes de sécurité, Essam ne sera pas cette fois-ci dans un fauteuil roulant. Mais il voyagera en compagnie d'Audrey et nous fera partager ses sensations. Bonjour. Destination, s'il vous plaît. Nice. Nice. À 10h40. Alors, vous êtes combien voyageurs? 3. Vous êtes 3, ça va en soute? Oui. Ok, vous avez droit à un bagage cabine chacun. Okay. Alors ça, c'est considéré comme 2 bagages. Comme 2 bagages? Oui. Mais c'est du matériel médical qu'il y a dedans. Ah d'accord. Vous avez une ordonnance, c'est tout? J'ai une ordonnance pour dire voilà, que c'est du rechange au cas où si j'ai des petits soucis en fait. Passez au 131. D'accord, ok, merci. Merci. Donc là, c'est une compagnie que je connais pas, donc c'est une compagnie low cost, donc on va voir aussi comment ça se passe, si ça se passe différemment qu'avec les autres compagnies, les plus grosses compagnies, quoi, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient pour l'avion de Nice à 10h40. C'est toi qui as lié. Vous avez des bagages à enregistrer? Alors, il y a un fauteuil roulant, uniquement. Il y a mon fauteuil que j'avais parce que pour avoir l'assistance, et il y a un fauteuil roulant aussi en soute. Le fauteuil, il a batterie? Non. Non. Donc madame, pour l'assistance, ça sera porte B au premier étage pour l'embarquement. Ok. Ils vont prendre en charge et ils vous accompagneront aussi. D'accord, donc d'ici combien de temps ils viennent Ils arrivent tout le temps, 40 minutes avant le départ, quoi, en fait. Mais il faut quand même y être matin, comme ça, moi, c'est plus sûr. D'accord. Demandez-leur exactement quand est-ce qu'ils viendront vous récupérer, c'est au cas où vous voulez partir quelque part. D'accord, ok, bon, mais merci beaucoup. Après avoir enregistré les bagages, il faut maintenant chercher le bureau de l'assistance. Donc, ascenseur. Alors, ascenseur. Ils sont là. On va descendre. Parce que... Je vais demander. Ouais. Bonjour. A priori, est-ce que c'est là? Super. Oui, c'est là. Merci. D'accord, merci. C'est bon? Entendu. D'accord, ok. Bon, mais merci. Alors, en principe, ils me disent de venir toujours 40 minutes avant, mais là, on ne sait pas trop. Ils m'ont dit il faut attendre là. Donc, comme on a 1h30 à attendre, je ne sais pas si on va vraiment attendre là pendant 1h30, mais bon, on va voir comment ça se passe, quoi. On nous donne un peu une fourchette, un peu d'heures. En fait, on nous dit oui, ils vont venir entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus trop se permettre voilà, d'aller prendre un café ailleurs. Donc, c'est vrai que nous, ben, voilà, on a été prendre une boisson. On a dit bon, on va rester dans le lieu parce que comme ça, au moins, on sait quand ils arrivent, quoi. Moi, en temps normal, pour prendre un vol, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit court courrier, moyen, long courrier, j'arrive environ 1 heure à l'avance, pas plus, voire parfois moins. Là, on est arrivé quasiment 3 heures avant. Enfin, 2 heures et demie avant, on est arrivé. Donc, je comprends pas trop l'intérêt. Une convocation très en avance pour finalement patienter. Patienter longtemps. À la place de leur fauteuil personnel, qui doit partir en soute, les personnes handicapées sont placées dans un fauteuil appartenant aux aéroports. C'est à ce moment que l'échange doit se faire. Quand on vous dit que vous devez prendre l'avion en France et que vous devez changer de fauteuil, puisque votre fauteuil est mis en soute, on vous met dans un fauteuil de transfert d'appoint. C'est vrai que la plupart du temps, dans les aéroports, on nous place dans un fauteuil, un petit fauteuil avec lequel on ne peut pas avancer, avec des petits trous. On appelle ça la poussette. C'est une chaise avec des roues de cette taille. Donc même si vous avez des bras longs, vous ne pouvez pas le pousser. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes assis dessus, c'est comme un bébé dans une poussette, vous ne pouvez plus rien faire de manière autonome. C'est comme si on vous enlevait vos jambes, quoi, entre guillemets. Quand vous avez 1 heure à attendre, la personne va vous dire je vous mets un endroit, on se retrouve là.
Donc elle me met à côté d'un café, au pied d'un poteau, et je vais attendre une demi-heure. Et j'explique à ces personnes que pendant 1 heure, moi je n'ai pas que ça à faire. Si je veux aller aux toilettes, bah, il va bien falloir que je l'appelle. Si elle n'est pas dispo, comment je vais faire? Je vais demander à quelqu'un. Quand il y a un agent qui vous prend, il vous pose là, qui fait ses trucs, il vous reprend. Et c'est vraiment assez spécial. Je me suis fait disputer une fois parce que je me suis dit, allez, j'étais accompagnée et j'ai demandé à la personne de me pousser parce que j'avais envie d'acheter des clopes moins chères aussi, moi. Et il y a un homme qui devait s'occuper de moi, de monter dans l'avion et qui m'a presque insulté parce que j'avais bougé de ma place et qui m'a cherché partout pendant au moins 5 minutes alors que moi, ça faisait déjà 1 heure que j'attendais. Et voilà, j'ai pas apprécié. Moi, sur ce fauteuil-là, je suis complètement autonome, complètement indépendant. Vous mettez sur un autre fauteuil, les gros fauteuils des aéroports ou les toutes petites poussettes dont je vous parlais avant, et ben je ne le suis plus. Donc vous me retirez mon autonomie, alors qu'il n'y a rien qui le justifie. J'ai payé mon billet d'avion exactement le même prix que vous. Tant à la SNCF, on a des réductions super, tant dans les avions, non. Voilà, on est en droit d'exiger le même traitement. Oui, c'est ça, oui. Vous partez où? Nice. 10h40. Mais on va commencer à y aller. Cette fois-ci, l'assistance est venue sans un autre fauteuil. L'échange se fera juste avant la montée dans l'avion. Au niveau de l'âge, il faut une personne avec la dame. Ouais. Comme ça, D'accord, ok. Bonjour. C'est le moment d'embarquer pour l'équipe qui accompagne Audrey. Le groupe est séparé. Une personne handicapée ne peut voyager qu'avec un seul accompagnant. Pour rentrer dans l'avion, moi, mon fauteuil, je ne rentre pas parce que c'est trop large pour passer dans l'allée. Donc il me passe une genre de petite poussette assez étroite, il ne faut pas être très gros pour rentrer dedans, quoi. Et en fait, donc déjà, il faut que je fasse un transfert dessus. Et ensuite, avec ce fauteuil, il m'amène dans l'avion. Et ensuite, bon, après, j'avais plus qu'à choisir ma place, voilà, me poser où je voulais. Et donc non, enfin, après, moi, c'est une habitude aussi, voilà, j'ai l'habitude, ça se passe toujours comme ça, donc il n'y a pas trop de soucis. Le fauteuil appartenant à l'aéroport, la poussette comme elle est appelée, est redescendu de l'avion. C'est le moment du décollage, direction Nice et son soleil. Il me faut juste le petit fauteuil là pour y aller. Non, mais on l'a pas en fait. Ah, il n'a pas été pris en... Non, il est pris en soute. Mais non, je parle de petits fauteuils pour passer là. Enfin, oui, c'est au sol en fait. Donc il va falloir qu'on le porte. Ben oui, il va falloir qu'on le porte. Allez aux toilettes. Il reste combien de vols? Il va moins 5. Et là j'ai 5. Ah ouais, à un moment, j'ai voulu un peu aller aux toilettes, ce qui est bon, normal. Mais le problème, c'est que dans l'avion, en fait, le petit fauteuil voilà, qui m'avait permis de rentrer dans l'avion, ils ne l'ont pas gardé, en fait. Ça appartient à l'aéroport, donc la compagnie n'en avait pas. Donc je me suis retrouvée un petit peu bloquée pour aller aux toilettes. Pourquoi, en fait, il n'a pas été mis avec nous, en fait, le fauteuil? Jamais on prend de fauteuil. Parce que quand je suis partie... C'est la première fois que vous voyagez avec nous? Oui, parce que quand je voyage... Moi, j'ai 8 ans de boîte, on n'a jamais eu de fauteuil en cabine. Parce que moi, le petit fauteuil là qu'on a mis... Le petit fauteuil, il rentre pour vous déposer. Oui, mais est-ce que quand je suis partie au Japon, j'avais droit au... J'avais droit au petit fauteuil. Ah bah oui, parce que sur 12 heures d'avion, il fallait bien aller... Mais là, alors on part pas au Japon, c'est en fonction c'est des petits trajets, oui. Voilà, c'est ça. Alors le steward de cette compagnie, en fait, nous a dit que la compagnie faisait une distinction entre les handicapés. Donc en fait, il y a 3 stades. Donc il y a le stade où la personne peut marcher mais avec difficulté. Le deuxième stade, c'est vraiment où la personne se déplace très très mal et qu'elle n'arrive pas à monter des marches. Et le troisième stade, c'est la personne qui ne peut pas du tout se déplacer autrement qu'en fauteuil. Et cette troisième catégorie, entre guillemets, n'est pas acceptée en voyageant seule. C'est-à-dire que les autres personnes ont le droit de voyager seules, sauf les personnes qui sont complètement dépendantes d'un fauteuil roulant. Donc en gros, si on est handicapé, voilà, comme moi, enfin Charlie, oui. Si je veux voyager toute seule, il faut que je paye plus cher sur une compagnie plus grosse, quoi.
Parce que moi, sur une compagnie... Malgré sa gentillesse et sa disponibilité, le chef de cabine a du mal à justifier les incohérences des procédures de la compagnie. Ah oui, oui. Mais pour nous, par exemple, l'accompagnateur va vous donner le prix d'un billet supplémentaire, par exemple. En fait, ils considèrent les personnes handicapées comme des mineurs. En fait, on est dans la même case, en gros. Que voilà, nous, un mineur doit être accompagné, un handicapé, c'est pareil. Donc, ce qui est assez un peu dégradant. Ça voudrait dire que donc Audrey, cette jeune fille de 25 ans que je connais depuis plusieurs jours maintenant, qui m'a l'air tout ce qu'il y a de plus rationnel, tout ce qu'il y a de plus adulte, est considérée au même titre qu'un enfant. C'est quand même assez c'est bizarre. Audrey a vraiment besoin d'aller aux toilettes. C'est Essam qui va devoir la porter puisqu'il n'y a pas de fauteuil prévu pour circuler dans l'appareil. Et porter un adulte dans un avion, ce n'est pas une chose aisée. Heureusement que c'est pas toi qui te fais porter. Heureusement que c'est pas toi lundi, hein, parce que pour te porter... Attends, tu vas... Déjà, enlève le sac. Non, enlève le sac. Mais lève-toi déjà, ça sera beaucoup plus simple. Ah ouais. Parce que... Tiens, tu me fais ça. Donc, mets-toi de l'autre côté, parce que... Voilà, comme ça. Et tu portes comme ça. Un, deux, aïe. Aïe. Oh putain, on rentrera jamais. Non? Non, mais vas-y, teste, mais... Non, c'est pas possible. Non? Non, c'est mort. Bon, alors attends, je vais te reposer. Vas-y, repose-moi. C'est mort. Ouais, non, c'est de l'autre côté, c'est bon. Non, mais c'est mort, quoi. C'est trop petit. Heureusement que l'envie, elle n'y est pas non plus trop, quoi, parce que... Non, sinon, j'aurais refait leur siège. Le problème, ce qu'il peut y avoir, c'est que souvent chez les personnes handicapées, elles sont incontinentes. Donc le problème, c'est que si on se fait dessus, déjà vos sièges ils prennent. Ça arrive souvent. Et là, c'est pas des personnes handicapées. Oui, non, mais bien sûr, mais pour la personne, je vous avoue, c'est assez humiliant de se faire dessus. Pour les personnes à côté, il y a les odeurs. Mais voilà, mais ça arrive souvent parce que chez nous, on est incontinent. Donc en gros, on est obligé de faire certaines heures, mais il y a des moments où on est obligé de le faire entre-temps. Et donc pour les personnes qui sont à côté aussi, mais il y a les odeurs, c'est pas grave, et pour nous non plus de se retrouver mouillés. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Veuillez regagner votre place pour s'assurer que vos bagages avancent. Après 1h20 de vol, c'est l'arrivée à destination, Nice. Si les personnes handicapées montent en premier dans l'avion, ce sont en revanche celles qui descendent en dernier. Audrey et Essam attendent que l'ensemble de l'avion ait débarqué et que le fameux fauteuil arrive. Je trouve que ce genre de situation, ça porte atteinte à la dignité de l'individu. Autant on peut accepter d'attendre, autant on peut accepter de se dire bon ok, je vais devoir payer un billet de plus pour que ma sœur m'accompagne ou pour que tel ami m'accompagne parce que je peux pas voyager tout seul. Et pourtant, c'est quand même le but d'un low cost, c'est de pouvoir payer moins cher. Si on est obligé d'avoir un accompagnant, ça va quand même un petit peu contre le principe. Mais le fait de ne pas pouvoir aller aux toilettes, c'est quand même, on marche sur la tête. On est au 21e siècle. On a toutes sortes de choses, de technologies, que ce soit dans notre poche, que ce soit dans nos ordinateurs, que ce soit dans nos voitures. On n'est pas foutu d'avoir un petit siège pliable qu'on va ranger dans un compartiment dans l'avion pour assister les personnes qui doivent être assistées. Je pense qu'on marche sur la tête. Un avion qui coûte plusieurs millions d'euros, on n'est pas foutu d'y mettre un petit siège qui coûte au pire quelques centaines d'euros. Il y a un problème. Après une petite escapade à Nice, Audrey se rend chez Ève. Salut Audrey. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors? Prête pour sortir? Ève est le second témoin de l'émission. Ce soir, les deux jeunes femmes ont décidé de sortir. Mais peut-on passer les mêmes soirées en fauteuil que lorsqu'on est valide? Et toi, quand t'allais en boîte, tu te faisais souvent... Ça t'est déjà arrivé de te faire refouler ou Ça m'est jamais arrivé de me faire refouler. Jamais, jamais. Non. Tu penses que ce soir, on risque de se faire refouler en fauteuil? Je pense, ouais.
Je pense, parce que connaissant quand même les boîtes à Paris, en termes d'accessibilité, ça va être compliqué et tendu. Donc, on va voir les excuses qu'ils vont nous trouver, mais clairement, ça m'étonnerait qu'on ait des oui. Et même à l'intérieur de la boîte, je suis pas persuadée, si c'est pas étudié qu'ils nous laissent rentrer pour des raisons de sécurité. Ouais. Ça, je pense que c'est ça qui va certainement être un facteur de non à l'entrée. Ève est parisienne, elle a 32 ans et connaît tous les endroits branchés de la capitale. Avec son physique avantageux et ses connaissances, elle rentre habituellement dans toutes les boîtes. Que va-t-il se passer alors qu'elle se présente ce soir en fauteuil roulant? Les videurs se comportent-ils de la même façon face à une personne handicapée? En général, c'est quand même un casse-tête quand on est en fauteuil roulant pour sortir. Le week-end dernier, j'étais en déplacement à Bordeaux et on a voulu sortir avec des amis et on a voulu sortir en boîte notamment. Et là, notre ami qui est de Bordeaux, il me dit bon, on va essayer d'y aller assez tôt parce que les fauteuils roulants, c'est pas très bien vu dans cette boîte, etc. Ils veulent pas trop ils veulent pas qu'il y en ait trop. On est allé à l'heure, etc. Et puis là, le videur, il n'y avait encore personne dans la boîte. Le videur, il fait non, je peux pas vous accepter, les gars, vous êtes 3 fauteuils, non, ça va pas le faire, il va y avoir trop de monde après. Ouais, mais justement, c'est après qu'il va y avoir trop de monde. Là, pour le moment, on peut y aller tranquille, on s'installe, on ne dérangera pas. Mais même en arrivant là-bas, il n'a pas voulu nous laisser rentrer. Il y a un certain nombre d'établissements qui sont plutôt haut de gamme, où clairement le fauteuil jure un peu dans le décor et où il y a une certaine réticence à laisser rentrer des personnes en fauteuil. Je crois que les responsables de discothèques ont surtout peur que ça fasse fuir des clients, le fait d'avoir des personnes avec un handicap. Enfin, ils savent pas comment réagir, ou pour eux, ils ont peur que ça se passe pas bien, ou ils savent pas forcément qu'on est des personnes normales. Un vendredi soir comme les autres à Paris. Le 8e est l'arrondissement où se trouvent la plupart des boîtes de nuit de la capitale. Les deux jeunes femmes se préparent pour sortir. C'est le début de la tournée. Elle commence par un célèbre lieu dont l'accès se fait uniquement par des escaliers. Pardon. Même pas une boîte. Pardon, monsieur. C'est juste que je t'ai râpé la chaussure, ça va? On va se faire tailler un short. Alors, comment qu'on va faire? Les gens, ils te regardent. Ils n'avaient jamais rien vu de leur vie. Bonsoir. Bonsoir. Non. Pourquoi, il y a une soirée privée ce soir? Non, pas réussi, c'est la réservation. Ah d'accord, donc il faut faire toute la queue là-bas. Attendez, j'appelle le responsable. Merci, c'est gentil. Merci. Bon, déjà, c'est pas non direct. C'est pas non direct. On peut rentrer pour le moment. Ouais. Le premier, c'est privatisé. Le premier. Ça, sur en bas. D'accord. Il descend. Pourquoi il y a une marche à descendre. D'accord. Et il n'y a pas d'ascenseur à l'intérieur du tout? On n'est pas équipé. Ah donc, ouais. Donc on ne peut pas rentrer en fauteuil? Oui, vous pouvez rentrer, mais c'est au premier étage. Mais la salle du premier étage... Elle est privatisée ce soir. La première, quand on a voulu rentrer au début, ils n'étaient pas trop chauds parce qu'ils nous ont raconté qu'il y avait une histoire de soirée privée. Ils ont appelé leur responsable et après finalement on a appris que finalement il n'y avait plus de soirée privée. La soirée privée était finie à 23h30, ce qui était un peu étonnant. La privatisation elle est terminée maintenant. Ah d'accord. Ils viennent de me le dire là. Ok, d'accord. D'accord. Bon ben allons-y. Allez. On prend notre chemin à ce moment-là. On va passer de l'autre côté. D'accord, ok. D'accord. C'est cool. Je suis surprise quoi. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Donc après il y a le gars qui nous a amenés. Il avait fallu descendre par un parking souterrain en descente. Qui était quand même assez relatif. C'était assez pentu. Hein. C'était un petit 40% peut-être. Bien facile, oui facile. Voilà. Ouais. Et en fait, on est passé. Et en fait, après, il y avait l'accès jusqu'à la boîte par-dessous. Par contre, on ne pouvait pas accéder au deuxième sous-sol parce que c'était que des escaliers et que ce serait trop petit pour nous, ça serait trop exigu, donc on ne se serait pas amusé. Ils n'étaient pas équipés au niveau des toilettes. Ils n'étaient pas équipés au niveau toilettes, donc c'est aussi pour notre bien-être aussi qu'on soit. Mais par contre, voilà, on aurait pu aller au premier sous-sol. Après ce premier test, Audrey et Ève partent vers une autre boîte, proche et encore plus sélecte que la première. Hein? On va où? Bah, elle est à gauche. À gauche? C'est là? Ouais. Bonsoir, monsieur. Il y aurait possibilité de rentrer? C'est sur réservation?
Même en étant en fauteuil et tout, il n'y a pas de souci pour rentrer? Il y a des gens qui vont vous aider, il n'y a pas de problème. Ça, y a pas de problème. D'accord, donc c'est juste ce soir où on ne peut pas rentrer parce que c'est... Le week-end, c'est assez difficile. Il faut réserver maintenant le week-end pour venir? C'est récent, non? Comme c'est un club privé, il y a des gens qui vont réserver à l'avance. Donc c'est une soirée privée ou parce que d'habitude, je suis déjà venue plusieurs fois et... Plutôt membres, donc c'est les membres qui ont réservé les tables, ils sont pas parce que c'est possible. D'accord, ok, ça marche. Ok. Bon, bah c'est pas grave, merci. Merci beaucoup alors. Alors là, soirée privée, mon cul. Hop. Alors ça, c'était juste l'endroit où j'allais tout le temps. Soirée privée, mon cul. D'accord. Non, il n'y a pas plus de soirées privées le vendredi, ou alors quand il y a des soirées privées, déjà j'aurais reçu, puisque comme je suis sur leur truc, moi j'aurais reçu un mail s'il y avait une soirée privée, et il n'y a pas de soirée privée. Il n'y a pas de soirée privée. Non, d'accord. parce que j'aurais eu le mail. Ils ont sorti la fausse excuse. La double excuse à 2 balles. D'accord. Alors là, on s'est fait ronfler direct. Ouais. Alors la deuxième, c'était... voilà, qu'il fallait être inscrit, qu'il fallait... Enfin, en gros, au début, il fallait réserver. Réserver la table. Et en creusant, quand je leur ai demandé, quand je leur ai dit, mais moi d'habitude quand je viens, il n'y a jamais besoin de réserver nécessairement. Ah oui, mais là c'est une soirée privée de membres, donc il faut réserver une table déjà à l'avance. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas du tout concret. Moi, normalement, je reçois les mails pour les soirées privées, les événements dans cette boîte de nuit-là. Et comme par hasard, je n'ai rien reçu aujourd'hui ou dans la semaine pour une soirée privative. Donc là, c'était vraiment par rapport au fauteuil, je pense que... Là, c'était clairement, il a vu les fauteuils, il est oh là là, problème. C'est privé, soirée privée. Pourtant, j'avais ouvert mon décolleté. J'avais ouvert le décolleté. Ah mais là, on aurait pu même montrer nos culottes, c'était mort. Oui, ça aurait pas marché. Ils auraient mieux fait de dire la vérité, oui, ça c'est sûr qu'ils auraient mieux fait de nous dire clairement, il y a des marches, il y a beaucoup de marches pour accéder à la piste de danse, c'est pas sécurisé, on n'a pas des infrastructures pour. Oui, ils auraient pu être au moins clairs, quoi. Plutôt que soirée privée, vous pouvez demander à 25 personnes qui étaient en train de faire la queue. C'est plus vexant à la rigueur quand on ment que quand on dit clairement les choses. Dire clairement les choses, ce n'est pas possible pour ces lieux censés ne pas faire de discrimination. Quelle que soit la boîte, les videurs trouvent toujours une excuse valable pour ne pas laisser entrer les 2 jeunes femmes en fauteuil roulant. Même les boîtes peu sélectes d'habitude deviennent des endroits interdits. Bonsoir. On est 4, ça serait possible? Et pourquoi? Parce que je ne connais pas. Si je vous connaissais, vous n'êtes pas du tout équipé. Vous n'êtes pas du tout équipé? Mais c'est pas pour ça, c'est que je ne vous connais pas. Ah, il faut connaître... il faut je suis invité par des organes. Tout le temps? Tous les vendredis, tous les samedis. Tous les gens qui sont autour, en fait, c'est des gens qui sont invités. Et on fait comment pour être invité et... Des connaissances avec un des organes. Et comment on fait pour les connaître, les orgas? On travaille avec eux. D'accord, ça marche. Ok, bon ben merci. Merci. Au revoir. Ils connaissent beaucoup de monde, hein, les organisateurs. C'est ça? Non, mais ça, c'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais entendue. Je pense aussi que ça vient de l'image de leur boîte qui est assez très hautain, branché, et que 2 handicapés, ça fait tâche dans leur boîte, à mon avis. Ouais. Wouhou. C'est trop bien. Je te laisse diriger, Audrey. Je contrôle, t'inquiète. Je regarde, je vois au-dessus. C'est sympa, j'ai jamais fait des chants comme ça. C'est excellent. Sérieux, c'est top. Bonsoir, c'est possible d'accéder ou pas? Bonsoir, vous êtes combien? On est 4. 4? Sur les 4. Là, 2, 3, 4? Oui, c'est nous 4, ouais. D'accord. On va vous aider. Vous êtes quand même pour descendre? Je vous préviens, il n'y a que des marches. Il y a beaucoup de marches? Il y a beaucoup de marches, il n'y a que des marches en bas pour accéder en bas. Et on a énormément de monde. Ouais. Donc, on peut vous donner un coup de main pour descendre, mais c'est après. Ouais, mais voilà, non, ça va être trop dans le... Mais en tout cas, c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup, merci, messieurs. Au revoir. Merci. Hop. Ils utilisent l'excuse du fait qu'on risque de pas passer un bon moment parce qu'on va être bousculé, parce qu'il y a trop de monde, pour nous éviter, pour s'éviter de nous avoir dans leur boîte, en gros. Merci. Par contre, la Pierre, va falloir que tu m'aides à monter parce que je vais pas y arriver. Répète. Ouais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un gros souci, c'est que notre ascenseur ne fonctionne pas du tout. Ouais. Et donc il n'y a que des escaliers, donc je sais pas ce que vous arrivez à faire, mais vous connaissez les escaliers d'ici. Vous jetez un œil peut-être, mais c'est vraiment très... Ouais, et donc d'habitude vous avez un ascenseur? Bah ouais, mais on l'a pas, en fait ça vient d'être acheté, donc ça fait 3 mois qu'on doit le réparer. Et... Vous pouvez jeter un œil si vous voulez, allez voir si c'est jouable. Ouais, tu vas regarder quand même. Parce que c'est vraiment en colimaçon et c'est... Allez jeter un œil monsieur si vous voulez. C'est pratique, c'est les ascenseurs qui marchent pas.
Alors on a été vérifié, effectivement l'ascenseur ne marchait pas de toute façon, donc ça il n'a pas menti là-dessus. Bon après de faire descendre 2 personnes en fauteuil par un escalier en colimaçon, c'était clair qu'on allait refuser. Donc c'était juste histoire de paraître gentil, pour être gentil, mais c'était vraiment parce qu'ils savaient très bien qu'on ne prendrait pas le risque. Bah, merci beaucoup, merci. Bonsoir. Bonsoir. Invité Non. Pourquoi il faut être invité pour rentrer? Moi je suis déjà venue, c'est pas... Faut pas être à chaque fois invité. Bah, il faut être accompagné au moins de gens que je connais. Donc, mais c'est marrant, ce soir il y a beaucoup de... Il faut toujours être invité quand on est en Andy, c'est bizarre quoi. C'est soirée privée où il faut être invité et connaître les organisateurs. Ça fait... Soirée privée. Mais sérieux, je savais pas qu'il y avait autant de soirées privées à Paris, moi. Waouh! On a eu très fréquemment cette excuse de soit soirée privée, soit il fallait connaître les organisateurs, il fallait connaître des gens qui connaissaient les organisateurs. C'est surtout l'excuse qui est revenue très fréquemment. Je pense que les gens regardent, enfin les physionomistes regardent surtout le fauteuil que la personne. Parce que je suis sûre qu'on arriverait en jean basket ou super bien habillé avec des fringues de luxe, ça serait la même chose. Alors qu'une personne va arriver en basket dans une boîte chic, ils vont pas la laisser passer. Et là, au contraire, ça sera pareil, qu'on soit bien habillé ou pas, ça sera le fauteuil, quoi. Et les gens sont toujours... vous accueillent avec un grand sourire, mais vous sentez que c'est pas adapté, qu'il n'y a pas de toilette, ou que c'est au premier étage. C'est toujours compliqué. Mais il vous le dit jamais de façon objective. Vous dites, ah oui, je sais, on est un peu en retard et tout ça. Et vous finissez par comprendre qu'ils n'ont pas envie que vous reveniez. Parce qu'ils sont là pour vendre du rêve, et qu'un mec en fauteuil roulant, fauteuil électrique, c'est pas bien dans le pays, c'est pas beau dans le paysage. Et ça, je l'ai ressenti beaucoup de fois. On vend du rêve, vous n'êtes pas du rêve. Vous êtes de la douleur, de la souffrance, vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes une victime, on ne veut pas de victime ici. Ici, on veut que du soleil, de l'argent, des lingots, et du sourire et du luxe. Luxe, calme et volupté. Donc, dégagez. Travailler au quotidien pour une personne en fauteuil n'est pas chose aisée. Les sociétés doivent avoir des équipements adaptés et accepter les contraintes liées à l'embauche de personnes à mobilité réduite. Cédric travaille à la Défense et il est acheteur. De par sa fonction, il est souvent amené à se déplacer en province. Il a su parfaitement adapter son handicap à son métier. Julien, notre troisième témoin, va passer une journée avec Cédric pour mieux comprendre les contraintes et les difficultés qu'il rencontre. Être en fauteuil roulant, c'est quelque chose, je pense, qui va être stressant pour moi. Je pense que c'est le regard des autres qui va plus me gêner. Que dans leur regard, il y ait maintenant plus de pitié parce que je suis en fauteuil roulant, parce que je peux plus faire des choses tout seul. Salut Julien, ça va? Et toi? Très bien, merci. Ça va? Ouais. Passé? Ouais, c'est bon. Tu me suis? Ouais. On va partir? Bon Julien? Ouais. Tu vas voir ma tour. On est au 17e étage. Tu vas voir un peu comment on s'intègre dans une tour comme ça à la Défense. Ouais. Avec du bonheur, des gros volumes, tout accessible. D'accord. Ça dure? Bah c'est parti, je te suis. Allez. Allez Julien, ça va au bureau. Allez hop, c'est parti. Et voilà. Et voilà, on arrive dans mon bureau. Pour Paris, c'est l'idéal. Alors, on est à la Défense, c'est une tour, que des tours, la plupart assez modernes. Tout a été fait pour que les bâtiments soient accessibles de manière générale pour les fauteuils. Et surtout, j'ai une entreprise qui joue le jeu à fond. Ouais. Tu me montres un petit peu comment c'est dans l'étage? Et mes collègues qui sont là à côté. Ouais. Le positionnement des bureaux. C'est assez mobile de ce côté-là. La moquette est un peu plus épaisse, elle est neuve. Là, tu vois tout de suite la différence par rapport à là où ça existe. Là, toi, on a juste un local photocopie. Toi, moi, par exemple, toi, je vais pouvoir passer là, je vais pouvoir y accéder et puis faire ce qu'il faut, accéder à tout le matériel de ce côté-là. Là, on a partie toilette femme, de l'autre côté, toilette homme. Dans les deux cas, il y a un toilette handi qui est prévu à chaque fois. Là, je te fais faire le tour. Donc là, on est sur l'autre partie de la tour. Il y a des petites portes de temps en temps. Je vois ça. Tu vois, après, c'est un coup à prendre. Elles sont automatiquement assez larges. Donc, quand tu prends un peu d'inertie, ça s'ouvre bien. On passe largement là-dessus.
Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette entreprise, c'est que les discussions ont été en deux parties. C'est une première partie, c'était clair, c'était le job. Est-ce que je corresponds au job? Est-ce que je vais répondre aux attentes de l'entreprise? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond à moi? Est-ce que ce que je veux faire? Et après, quand on a calé tout ça, qu'on était d'accord sur le fond et puis que les choses étaient claires, maintenant, c'était cash. C'est voilà, vous êtes en fauteuil. Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Est-ce que vous avez... ils ont carrément posé. À partir du moment où on a calé, le but du jeu, c'est d'avoir un gars qui bosse, qui soit opérationnel, qui s'investisse dans son boulot, qui corresponde à un besoin de l'entreprise. Après, il a une particularité, il est en fauteuil. Donc, est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers de ce côté-là? Et du coup, tu peux te déplacer facilement dans tout l'étage là. Il y a pas de... Dans tout l'étage, on va dire que tu es aussi rapide que les personnes qui sont sur leur. Ah si, je peux être plus rapide. Adapter l'entreprise et ses locaux est essentiel à l'intégration des personnes handicapées. S'il n'y a pas d'accessibilité, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas travailler. Maître Geoffroy Blétrache a dû saisir la justice pour obtenir gain de cause et pour pouvoir exercer son métier pleinement. Je suis avocate depuis quelques années et je me suis rendu compte que la plupart des tribunaux n'étaient pas accessibles à une personne en fauteuil roulant. C'est-à-dire que je ne pouvais plus aller plaider par exemple au tribunal d'instance de Lens, qui est le tribunal où j'exerce puisque je suis installée à Lens. C'est pas facile, vous savez, de travailler dans des conditions pareilles. Être obligé de sonner à une porte, on vous ouvre pas, être obligé de passer par les cuisines, les sous-sols, plaider dans la rue, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de plaider dans la rue, dans les cours, dans les bistrots du coin. Bon, moi, je dois avouer que c'était pénible pour moi, très pénible. J'avais déjà prévenu les présidents des différentes juridictions en leur disant, écoutez, il faudrait peut-être voir à mettre des ascenseurs, installer des ascenseurs, d'ailleurs, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les justiciables qui viennent, qui sont fatigués, qui sont âgés, qui sont handicapés, etc. Puis rien ne bougeant, je me suis décidée, avec l'aide à l'époque de l'Association des Paralysés de France, à lancer une procédure. Et puis le temps a passé, puisqu'il a fallu 4 ans avant que le Conseil d'État se décide à rendre une décision, un arrêt. Maître Geoffroy Blétrache a gagné sa procédure. Le tribunal a reconnu qu'elle avait subi un préjudice. C'est tellement important, si vous voulez, l'accessibilité, parce que c'est la vie dans la cité. C'est la vie de citoyens, c'est la vie de tous. Sans accessibilité, on reste chez soi, on ne bouge plus. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que demain, je pars sur un salon, en déplacement. Je suis sur un salon demain. Derrière, j'enchaîne sur une réunion avec des clients, des fournisseurs, pour être bien sûr de caler un peu les bons messages à faire passer sur les différents marchés, sur la politique de ce côté-là. Bonjour, on va manger. J'ai faim. Bon, donc le message est clair, on va y aller. On est parti. Allez, feu. Après une matinée à comprendre les difficultés de travailler quand on est en fauteuil, Julien et Cédric partent déjeuner. Tout a été adapté pour un accès facile, même le restaurant. Là, pour descendre dans cet ascenseur, il y a un ascenseur qui est prévu directement pour qu'on accède au niveau intermédiaire, mezzanine, où il y a la cafétéria. D'accord. Donc là, on est obligé de passer par la clé là-bas pour accéder directement au niveau mezzanine, qui est un niveau accessible uniquement pour les personnes en fauteuil et tout ça. Les autres font le tour par les escaliers. Donc ça permet d'accéder directement à cet étage-là. C'est l'apéritif, ça s'appelle. C'est l'apéritif. Et là, le monte-charge, là, faut rester appuyé, c'est pas le top, mais c'est accessible. Ouais. Ça rentre ou pas? Ouais, ça va rentrer. Merci. Ah ouais. Ah c'est en fait 2, tu vois. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est... Ah oui, c'est pas pratique du tout, ouais. Non, il y a mieux, mais bon. Déjà, on accepte, c'est déjà pas mal. Oui, déjà, tu peux aller manger, c'est déjà pas mal. C'était pas gagné partout, hein. Ouais, non, je me doute. Ouais. Sauf que moi, je peux pas. Recule. Faut que tu recules droit d'abord. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Alors. On va voir si je me débrouille aussi bien que toi. Au portage de plateau. Et là, le test plateau. Le test plateau. Alors. C'est bon, tu suis? Ouais, je suis. On va voir ce que ça donne. Bonjour.
prendre une noix d'entrecôte, s'il vous plaît. Tu vas prendre les crevettes. Les crevettes avec des fruits. Merci. Toi, t'as plus l'habitude que moi. Ah, ça, oui. Alors attends, parce que moi, j'attends le plat principal. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le collier avec de saumon? Il arrive. D'accord. C'est votre collègue, ça? Oui, oui, oui. D'accord, vous travaillez avec. Et comment ça a été quand il est arrivé? Je dirais que dans l'ensemble, les personnes qui sont dans l'agence sont très solidaires. Ouais. Et puis on les considère comme des gens normaux. D'accord. C'est un truc qu'il faut oui, voilà, absolument quand des faire. gens valides et pas, faut pas voir le fauteuil, faut voir la personne. Ça se passe bien et c'est les premiers à faire les... À faire les blagues? M'étonne pas. Non, non, c'est pas la meilleure. Non, moi je ne peux pas prendre de sauce. Je te remercie. Il y a tout qui glisse. Ça va pas mal pour l'instant, t'as rien... Pour l'instant, je me suis pas taché. Non, t'as rien renversé, tu t'es pas taché, mal, hein. c'est pas mal. Allez, on y va. Voilà. Bon, c'est l'avantage, c'est quand t'as des collègues comme ça qui te filent un coup de main pour enlever les chaises. C'est bien pratique. Ouais, c'est impeccable. T'as vu, t'as rien renversé. Eh non, dis-toi, comme quoi. C'est pas mal. Le moment de la cantine, il n'a pas été forcément hasardeux, il a été un petit peu difficile parce que Cédric avait plus l'habitude que moi au niveau du plateau à porter sur les genoux, avec les assiettes, comment mettre dans quel ordre sur le plateau pour éviter que ça tombe. Il y a quand même ses collègues qui m'ont aidé pour porter quelques trucs. Il a un petit monte-charge qui lui facilite en fait l'entrée à la cantine, donc c'est plutôt sympathique. Il est vraiment vu comme une personne normale malgré le fait qu'il soit obligé de prendre des parcours différents pour aller là où il veut. C'est vrai que Vous finissez à quelle heure à peu près? Des fois, vous finissez tard le soir? Ça peut nous arriver de finir relativement tard, oui, ouais. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, c'est double fatigue pour Cédric. Ça, il faut le savoir. Double fatigue. Ah si. Parce que, comme justement ce qu'on disait tout à l'heure, le matin, il met 1h30 plus que nous, ne serait-ce que pour se préparer. Bien sûr. Donc c'est ça, donc ça veut dire qu'il a commencé déjà la journée 1h30 plus tôt. Donc il est fatigué. Bon, il fait du sport, c'est bien, hein, ça l'entretient, mais malgré tout physiquement, il a des problèmes qui sont liés à son handicap. Et ça, c'est une chose dont il faut tenir compte. Et de temps en temps, effectivement, il a une morale qui ne va pas, ou on le remet un peu sur... De temps en temps, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des collègues qui débarquent et me disent « Bon, t'as vu, là, faut arrêter, là. » Ouais, des stops, d'accord. Donc ils font un petit stop comme ça, mais c'est plus... Voilà, c'est très En plus simple. de ça, je pense qu'il s'est mis un challenge par rapport à lui-même, et il pense qu'il doit faire encore plus que nous. Alors, c'est pas vrai. Oui, parce que... Et donc, ce qui fait que, il se dit qu'il a mal, mais c'est normal s'il a son handicap. Et comme son handicap, il ne veut absolument pas qu'il existe, il va au-delà de ses limites. Et effectivement, on a intérêt de temps en temps à lui dire, attends là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te reposes. Laisse-nous t'aider. Voilà. Le but du jeu, c'est de se connaître ses limites et puis d'adapter ses limites en fonction de notre job et savoir comment on veut s'investir ou pas. Moi, j'ai fait le choix de prioriser mon job, de m'organiser en conséquence. Donc, je m'adapte. Je sais qu'il y a des coups de barre de temps en temps. À moi d'être... ça fait partie d'une organisation de vie personnelle. C'est à moi de m'organiser en conséquence. Des fois, c'est un peu plus difficile que d'autres fois, c'est tout. Alexis, c'est ça. Je pense qu'on est... Dans le monde du travail, on a beaucoup plus nos preuves à faire, quoi. Il faut toujours qu'on montre qu'on est capable de faire parce que c'est pas forcément évident pour les employeurs. Et le fait d'être en fauteuil roulant, c'est souvent associé à pas capable, quoi. Je dirais pas qu'on vous attend au tournant, mais justement, il y a des gens justement qui vont dire il est handicapé, on va lui excuser un certain nombre de choses, on va être un petit peu plus tolérant avec lui. Au contraire, nous, on a envie de prouver que même en étant handicapé, on peut en faire autant. Et le problème, c'est que si on commence à se dire je suis handicapé, donc on va penser qu'on est faible, qu'on ne peut rien faire et tout ça. Et moi, je me suis plutôt toujours dit, j'ai plein de possibilités et autant exploiter les nombreuses choses que je peux faire plutôt que de me lamenter sur ce que je peux pas faire. Moi, dans mon travail de laboratoire, c'est clair qu'il y a des situations où c'est beaucoup plus difficile que pour une personne valide de faire un certain nombre de manipulations, aller chercher des objets en hauteur. Ça me demande physiquement beaucoup plus d'efforts. Mais étant donné que je veux jouer le jeu de l'intégration, que je ne veux pas justement de réaction de condescendance ou de tolérance ou quoi que ce soit, je veux pouvoir arriver à prouver ma valeur au niveau du travail comme une personne valide, quoi.
La journée de Cédric et de Julien continue. Réunion, briefing, préparation des déplacements de la semaine. Julien réalise alors les difficultés de travailler quand on est en fauteuil. C'est Alexis, si c'est John, l'entretien, c'est... Je voulais savoir, parce que là, je sais pas à quelle heure tu vas finir ta journée. Demain non plus. Non plus. Demain, tu dois prendre le train pour 7h, 7h24. Tu fais comment? Tu te drogues? Non, c'est pas tous les jours comme ça non plus, mais ça fait partie du boulot. Il y a des fois, il y a des coups de bourre comme ça pendant une semaine, 2 semaines. Du coup, ça te fait lever à quelle heure alors pour demain, comparé à John, par exemple? Demain, si je dois être à 6h30 là-bas, faut que je parte à 6h, faut faire 4h30 moi. Ouais, moi c'est beaucoup plus tard, hein, donc en plus j'ai pas, enfin moi je sais que j'ai pas toutes les contraintes de Cédric. Ouais. Donc moi dès que je prends le métro, paf, j'y suis. Moi je sais pas, j'arrive, je saute dans la voiture, je démarre, je pars. C'est le temps de rentrer dans la voiture, de plier la chaise, de rentrer la chaise. Donc on est obligé de planifier. John doit être à l'heure, je vois pas pourquoi moi je serais pas à l'heure. Donc à moi de m'adapter par rapport à ça. Après, c'est sûr que ça met des petites contraintes logistiques, mais ça fait partie de la... Pour info, moi je connais Cédric depuis un moment, si tu veux. Et Cédric, c'est quelqu'un qui a une attitude très positive. Il a une manière de voir les choses et de voir la vie qui est ultra positive. On voit pas qu'il est sur une chaise, si tu veux. On voit pas du tout parce qu'il fait les choses comme nous. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, il est au boulot à l'heure, il part tard, quand c'est nécessaire. Et là-dessus, je respecte Cédric parce que voilà, il a vraiment une attitude positive qui fait que aujourd'hui, il le vit bien et voilà, il prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Tu auras ta promotion, c'est bien. Alors Julien, cette journée, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, premièrement, agréablement surpris au niveau de l'ensemble de l'étage où tu travailles. Parce que tu as vraiment de l'espace pour bouger partout. T'as pas vraiment d'obstacles. Pour ton fauteuil, donc c'est vrai que tu peux te déplacer comme n'importe quel valide sur ses 2 jambes. Donc ça c'est super agréable. Deuxièmement, c'est avec tes collègues, c'est qu'il n'y a pas de barrière au niveau de l'handicap et du fauteuil. C'est super agréable à regarder. Chapeau. Mais bonne expérience en tout cas, j'espère pour toi. Non, très bonne. Ouais. Mais voilà, c'est possible quoi. Tout est possible. Je pense en résumé, c'est possible. Il suffit de se donner les moyens, de le vouloir et puis on a la chance d'avoir des entreprises aussi. Il faut aller les chercher. Il faut arrêter d'être attentiste. Il faut arrêter d'être en stand-by. Il faut arrêter de croire que tout va nous tomber dessus et puis s'apitoyer. Je trouve que c'est facile. C'est trop facile. En sortant de cette journée-là, je pense que c'est très fatigant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas le faire. Vraiment, il faut avoir un caractère qui est vraiment très fort. Je pense qu'il faut passer par des étapes que Cédric, à mon avis, a passé plus jeune. Ça fait 20 ans qu'il est dans ce fauteuil maintenant. Enfin, bientôt, en janvier, c'est ce qu'il me disait. Et je pense qu'il en a quand même pas mal bavé, que maintenant, il relativise énormément, beaucoup plus. Et que finalement, il a une force pour dépasser tout ce qui est pour lui est obstacle. Et justement, ne pas se considérer comme une personne handicapée. De la volonté, Marie-Elisabeth Barré n'en manque pas. Cette jeune maman de 32 ans a une profession étonnante, malgré son handicap. Elle est instructeur sur simulateur de vol pour l'armée de l'air. Passionnée d'aviation depuis toujours, elle a passé son brevet de pilote adapté avant d'être embauchée comme personnel civil par l'armée. Bonjour. Chaque matin, à 8h30, elle se rend sur la base de Villacoublay où elle travaille avec l'escadron Parisis. Cette unité héliportée a pour mission de surveiller l'espace aérien parisien et d'intervenir en cas d'intrusion de petits avions non identifiés. Là, il y a une séance donc, de simulation de prévue, donc on va y aller. Après le briefing du matin, c'est l'entraînement à proprement dit. Direction la salle du simulateur. Sur la base, toutes les infrastructures ont été spécialement adaptées pour accueillir une personne handicapée. L'armée de l'air donc, a mis ça spécialement en place donc, pour me permettre d'accéder à mon poste de travail. Dans un premier temps, on fera 2 interceptions 90 degrés. Comme avant chaque entraînement, Marie-Elisabeth écoute le briefing pour les détails de la mission. Avec un plastron évasif. Nous allons faire de la défense aérienne de nuit sur des avions qui rentreraient dans l'espace aérien parisien, tout feu éteint, à une vitesse de 100 nœuds et en dessous.
Marie-Elisabeth, aux commandes de son petit avion, pénètre dans l'espace aérien interdit. Les pilotes de l'unité tentent alors de l'intercepter. Ok. Malgré son fauteuil, Marie-Elisabeth est un pilote respecté. Mobilité réduite ou pas, nous on voit pas la différence à partir du moment où c'est une professionnelle et en l'occurrence c'est le cas donc ça marche très bien. Michel Meunier, président du Centre des jeunes dirigeants, prône l'intégration de personnes handicapées. Selon lui, par leurs différences, elles apporteront diversité et richesse à l'entreprise. La diversité, notamment la diversité via le handicap, est une source de performance pour l'entreprise parce qu'elle donne à ceux qui sont valides un autre regard sur la personne. Souvent, vous savez, vous êtes valide et vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Mais quand vous avez quelqu'un avec qui, en fauteuil roulant, qui a une autre forme de handicap, croyez-moi, ça vous donne une certaine humilité, ça vous fait regarder la vie différemment et il y a une forme de solidarité qui se crée et un partage. Donc, on peut développer la performance des entreprises avec un management par la diversité, notamment en intégrant des personnes en situation de handicap. Éric Molinier est le président du SAMU Social, organisme qui vient en aide aux plus démunis. Soutenir les autres, Éric Molinier connaît. Il a toujours été un personnage public. Son fauteuil, à ses débuts, fut un véritable handicap. Oui, c'est une question de rencontre, de personnes, de volonté, forgée aussi sur l'envie de s'en sortir, de ne pas se laisser tomber et dégringoler. Mais je me suis quand même heurté au système. Hein. Je veux dire, je me suis quand même heurté au fait que il y a des marches partout, que la vie publique, au moins à l'époque, il y a maintenant près de plus de 30 ans, les espaces publics n'étaient pas accessibles, des marches partout, des trains pas accessibles. Donc je me suis heurté aussi à un système qui était hostile et pas accueillant aux personnes différentes. Dominique Baudis, le défenseur des droits, passe une grande partie de son temps à protéger les droits des personnes handicapées. Pour lui, les progrès qui ont été faits sont importants. Si on regarde devant nous, il reste un chemin immense à parcourir. Des efforts considérables à faire, notamment si on veut tenir l'objectif de l'accessibilité générale en 2015, comme la loi de 2005 l'avait prévu. Donc quand on regarde ce qui reste à faire, c'est considérable. En même temps, si on regarde la façon dont la société a évolué dans sa relation avec les personnes handicapées, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, incontestablement, il y a eu des améliorations. Audrey retrouve Julien et Sam et Ève dans un restaurant. Ça va? Oui, toi? Oui. Fais un bisou comme ça. Ça va? Oui. À présent, c'est l'heure du bilan. Chacun va pouvoir exprimer ses sentiments sur ce qu'il a vécu. Ça va? Julien, santé? Ont-ils été choqués parfois par le comportement des gens? Qu'ont-ils ressenti avec le recul? Leur propre regard a-t-il changé sur le handicap? Que leur a apporté cette expérience au final? C'était quoi votre première réaction quand vous êtes arrivé dans le fauteuil? C'est impressionnant. Ouais. C'est super impressionnant. Bah oui, ça fait un gros détail. Je me souviens, tu t'es mis à rire sur le coup. J'ai eu un rire nerveux, moi, sur le coup. Mais vraiment un rire nerveux. C'est pas très très rassurant en plus quand tu es dedans, parce que tu sais pas comment ça fonctionne, comment tu manies. Alors après, Audrey m'a bien expliqué, donc je la suivais à la trace. Oui, tu as eu la chance d'avoir Audrey, moi j'étais tout seul. Mais c'est vrai que Issam, pareil, il m'a eu quand j'ai pu lui montrer 2-3 trucs, mais toi tu t'es retrouvé moi, tout seul. Moi je me suis retrouvé tout seul avec le fauteuil au début. Et ça s'est passé comment? Bah, ça s'est bien passé, c'est vrai que c'est ce que je disais, on a l'impression d'être un petit gamin en fait de 5 ans. Parce que tout est non mais c'est vrai, tout est démesuré en fait. Ouais. T'as plus la notion on perd ses repères. Ouais. Moi c'est ce qui m'est arrivé quand on a été faire les courses. Moi qui fais des courses, mais surtout pour aller acheter 2-3 bricoles en 10 minutes. Pour aller, ouais. Là tu galères pour trouver les rayons, tu galères pour tout trouver. T'as vraiment plus les mêmes repères du tout. Alors qu'est-ce que vous retiendrez, enfin, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté sur... Alors pour moi, ça a été une expérience assez unique et très enrichissante parce que d'une part, ça m'a permis de te rencontrer et de voir comment est-ce que tu avais accepté ce drame à l'origine dans ta vie et que tu en as fait une source de force qui aujourd'hui te permet d'être beaucoup plus vivante, tout simplement. Et bref, franchement, ça a vraiment été une belle expérience et aujourd'hui, je pense que j'en ressors vraiment
Ouais, j'en ressors changé, quoi. Maintenant, quand je vois une personne en fauteuil dans la rue, ben, je la vois vraiment différemment. Je la vois pas avec les mêmes yeux qu'avant. Les yeux, on va dire, emplis de peine que j'avais avant, c'est plus les mêmes. Et ça, c'est grâce à toi. Et c'est tant mieux, parce que c'est bien de s'en rendre compte aussi que, bon, voilà, c'est vrai qu'une personne handicapée, on a souvent de la peine pour elle, tout ça, alors que finalement, il n'y a pas de peine à avoir, quoi. Ce regard-là, finalement, enfin, tu regardes pas une personne valide avec de la peine, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Mais oui. Et le problème, c'est que c'est ces regards-là qui te renvoient ton handicap en pleine figure, les gens qui te regardent... T'as envie des fois de les baffer, de dire mais bouge-toi les fesses et profite, quoi. Enfin, arrête de perdre ton temps à venir me voir, à me dire que t'as de la peine pour moi, il va vivre ta vie, quoi. Enfin... On est tous humains, on vit tous sur la même terre, on respire le même air, on foule la même terre d'une façon différente pour certains. Moi c'est sur des roues, d'autres avec des prothèses, d'autres avec leurs pieds. C'est pareil, on est tous là, on est tous nés ici. Donc pourquoi nous parler différemment en fonction de notre handicap ou finalement ce qui reflète de moi ce que je vois. Et je pense que ce qui est en vue aussi, c'est le côté, c'est la société qui fait le handicap. Et c'est pas le fait d'être en fauteuil, c'est pas un handicap, c'est juste une façon différente de vivre. Et que finalement, les gens seraient, on va dire, sensibilisés à ça et compréhensifs. Je pense que finalement, un handicapé, il y aurait plus de différence. Enfin, les gens se rendent pas forcément compte de... Tu sais, pas de la chance, je dirais, de marcher, tu vois, mais des fois, de tous les petits trucs quotidiens qui sont faciles à faire. Et que finalement, nous on galère plus, mais des fois c'est vrai que j'ai l'impression que finalement, moi depuis que je suis en fauteuil, moi je le dis, hein, je suis beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant. J'étais toujours limite en train de me lamenter, dépressive. Là où je me suis pris une grosse baffe dans la gueule, c'est quand je t'ai rencontré et que tu m'as dit que... Pardon. Arrête, tu vas me faire pleurer là. Que ton accident c'était une deuxième chance. Ouais. On est toujours en train de se lamenter sur notre propre sort et c'est vrai que le fait d'avoir partagé ça avec toi, c'est hallucinant, quoi, parce que t'es en fauteuil depuis 5 ans et nous, on a le moindre petit truc, le moindre petit rhume, on a l'impression de mourir, quoi. Et c'est tellement moins facile pour vous que pour... C'est pour ça que je dis que je pense que vous êtes beaucoup plus heureux que nous. Parce que vous avez plus de sensibilité que nous, vous voyez plus de choses autour et vraiment ce passage-là, je me suis vraiment pris une grosse baffe dans la gueule, quoi. Quand tu m'as dit que c'était une deuxième chance, cet accident c'était une deuxième chance. Je me suis dit mais comment elle peut dire ça, quoi. Je veux dire, tu mets longtemps à le dire. Ouais, je sais. Mais voilà, après tu le dis, quoi. Parce que je me dis finalement, tu vois, j'aurais pas fait cette émission, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Déjà, je vous aurais pas rencontré. Oui. Voilà. Et voilà, j'aurais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Ce que je vais te dire, il y a 5 ans, j'étais loin de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Les voyages que j'ai faits, les expériences que j'ai eues, je pense que j'aurais jamais fait tout ça en étant valide. Et je pense que tu vois, c'est une revanche, tu vois, tu te dis, ok, t'es handicapé, c'est super dur à accepter, ça je te l'ai dit, on l'accepte jamais. Ouais, je sais. C'est quelque chose que tu n'acceptes jamais, mais finalement tu te dis, bon, on a eu une chance de vivre, on va dire, on a connu. Je me dis, dans mon malheur, entre guillemets, je me dis, j'ai connu quand même le fait de marcher, donc je sais ce que c'est. Mais maintenant, il va falloir que j'apprenne à vivre. Donc ça, c'est le côté au deuil, on va dire le deuil qui est dur. Mais finalement, tu rebondis, parce que de toute manière, t'as pas le choix. T'as qu'une vie, il faut en profiter, quoi. C'est vrai. Vous êtes tous... Ouais, désolé. Hein. C'est moi qui allais craquer le premier, de toute façon, c'est sûr. Moi, ça m'a touchée. Parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment réfléchi à tout ça, qu'ils s'étaient vraiment mis... Mais voilà, dans la peau d'un handi, c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'un côté de me dire que bon, ça leur a apporté quelque chose. Ils se sont vraiment remis en question. Il y a une grosse remise en question. Alors moi je me suis fait une copine déjà, une copine Audrey. Voilà, je n'avais pas de copine qui s'appelait Audrey, donc j'ai une copine Audrey. Non, moi tu m'as mis une belle claque. Tu m'as mis une belle claque au niveau de ton courage, en fait. Ça m'a vraiment... Ouais, là poum, ça m'est tombé dessus avec ton courage. Non, j'ai vraiment une vraie leçon de courage. Et puis surtout, ça m'a
ça va me permettre de relativiser beaucoup de choses. Étant quand même, hein, je vais pas me cacher, une véritable petite râleuse parisienne qui se respecte, toujours en train de se plaindre pour des conneries, des broutilles, tout et rien. Et quand j'étais avec toi dans le fauteuil, et là de voir vraiment des choses qui sont bien plus compliquées, bien plus importantes, des vraies difficultés, waouh. T'as une patience mais inimaginable, t'as un courage, waouh. Vraiment. Ouais, d'une tolérance et d'une patience. Waouh. Ça s'apprend. Ben ouais. Tout bien, t'as pas le choix. Ben ouais, mais ça a été assez. Ouais, ça m'a pas mal dérouté. Je pense que ça a apporté un petit message d'espoir en disant que finalement, on vit aussi bien que tout le monde, même des fois mieux. Qu'on apprécie d'autant plus la vie parce que voilà, on a été marqué par des événements tragiques. Après, voilà, il y a des gens aussi qui ont perdu quelqu'un, il y a toujours un moment tragique finalement, et il faut peut-être une petite fois un petit coup de pied aux fesses pour nous bouger. Et voilà, moi, c'était l'accident, d'autres, ça sera d'autres choses, mais ça n'empêche pas de vivre, quoi.